Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 29e review consacrée à l'anime Dai no Daiboken. Cet épisode, intitulé La Fureur de Baran, a été diffusé le 24 avril 2021. Il nous narre la fin du combat de nos disciples face au guerrier dragon et la résistance de Crocodile et Leona contre Baran. Il adapte du chapitre 101 jusqu'aux premières pages du 104e. Nous sommes presque à la fin du 11e tome et la tension est à son comble. Pour ce 29e épisode, Takao Kiriyama dirige pour la toute première fois de sa carrière, et c'est sur notre série fétiche. Évidemment, il y avait déjà participé en tant que simple assistant réalisateur sur pas mal d'épisodes. Son nouveau travail a été de diriger l'équipe, vu que le storyboard a été dessiné par Yoshiyuki Kaneko. Celui-ci avait déjà storyboardé l'épisode 21, et entre-temps il n'a pas chômé puisqu'il a réalisé le premier épisode de Dynazenon chez le studio Trigger. Comme lors du précédent, c'est Atsuko Kawamura qui est en charge de la direction de l'animation. Sans doute pour laisser une continuité en clôturant la partie avec les guerriers dragons. Le reste de l'épisode est pris en charge par Naoki Murakami. Cependant, la mise en scène proposée par le storyboard de Kaneko est bien réfléchie afin de pallier au mieux à ses carences en ressources humaines et les idées de colométrie utilisées par Kiriyama sont plutôt efficaces. Il est à présent temps d'analyser ce 29e épisode qui possède de nombreux bons points et un final à couper le souffle. Ok, c'est parti! L'épisode débute à la toute fin du précédent, au moment où Borahorn menace Yunkel de broyer le crâne de Pop s'il ne lâche pas son épée. Le beau gosse immortel le traite de lâche. Une fois de plus, ce genre de situation n'est vraiment pas le credo des guerriers dragons. On sent que le chevaucheur des mers n'a pas d'autre choix pour remporter le combat. Cette scène est ainsi ponctuée d'une censure par rapport au matériel d'origine. Dans le manga, on pouvait voir une mare de sang sous les pieds de Borahorn, ce qui permettait de comprendre qu'il n'en avait plus pour longtemps avant de trépasser. Yunkel baisse son arme après avoir réussi à marchander sa mort contre la vie de son frère d'armes. Malgré des arguments assez convaincants, Pop essaie de lui faire reprendre raison sans réel succès. Un magicien complètement vidé de ses points de magie sera-t-il utile pour sauver Dai? Et est-ce qu'il a pensé à ce qu'éprouverait Mam si elle apprenait sa mort? La planche du manga où Yunkel entend le nom de Mam était sublime. Le visage du guerrier immortel était tiraillé entre surprise et réflexion avec le visage de la jeune femme en fond comme si elle habitait ses pensées. Dans ce cru 2020 c'est un peu différent, il a juste un regard abattu, les yeux baissés comme s'il n'avait guère le choix. En jetant son épée au sol, le doyen des disciples indique avoir peur qu'Avan ne lui mette une sévère correction dans l'au-delà s'il laissait mourir son adelphe. Toute cette scène est vraiment fidèle jusqu'au sourire de Yunkel, mais dans le manga, cette réflexion était sur un fond noir. Nous pouvions y comprendre de la résignation dans ses paroles. Et puis coup de théâtre, le chevaucheur des mers se prend la lance de la Harte en pleine bouche à travers la gorge. L'effet de surprise est bien enclenché et la scène de crime passe en monochrome pour quelques secondes afin davantage insister sur l'effet de choc que peut avoir le spectateur. Le manga se permettait de montrer deux cases de plus. Une du visage de la bête féroce tombant à la renverse, et la seconde avec le corps entier qui s'écroule en lâchant le jeune mage sous les yeux interloqués d'un Yunkel étonné. Celui-ci se retourne et voit le chevaucheur des terres allongé au sol. Dans le manga, ses yeux étaient fermés, comme si avoir tué son compagnon avait été difficile pour lui. Tout simplement, la douleur du Grande Creuse était toujours présente. Larart décide d'expliquer à nos deux disciples pourquoi il déteste les humains. Tout comme Dai, il est le fruit de l'amour entre deux races. Ses parents étaient donc une humaine et un démon. Son père étant parti combattre à Van avec les troupes d'Adlar lorsqu'il avait 7 ans, il se retrouva seul avec sa mère, qui mourut peu après de maladie. C'est alors que Baran se présenta à lui. C'est assez intéressant que cette adaptation animée nous propose un flashback totalement inédit. Dans le manga, nous voyons juste Larart nous raconter ce passé sur une simple case à fond noir. La réalisation de ce passage est plutôt bien trouvée. Le cadrage est un aspect letterbox accompagné d'une musique très poignante. La colorimétrie est vraiment bien maîtrisée. Cela commence par une couleur froide avant de passer au rouge après l'événement tragique. L'espoir renaît avec l'arrivée de Baran où nous retrouvons des tons plus classiques. Les disciples d'Avan sont émus aux larmes face à cette destinée tragique. La planche du manga est fidèlement adaptée. Afin de sauver Baran de la folie, il confie son armure à la lance maléfique à Yunkel, que celui-ci accepte sans réfléchir. En même temps, la sienne a été complètement défoncée. Une armure gratuite, ça ne se refuse pas par les temps qui courent. Ils se prennent la main pour que la magie puisse s'accomplir. Cette planche nous rappelle fortement celle où Piccolo assimile Nail sur Namek dans Dragon Ball. Dans le manga, la transformation se passait hors champ.
Ici, nous avons l'impression que le reste de l'armure de Yunkel se fait absorber par celle de la Heart lors de sa mise en place. Le travelling nous montrant le power-up du beau gosse immortel est extrêmement fidèle aux planches d'origine. Nous avons également l'impression que l'armure est devenue plus claire que lorsqu'elle était portée par la Heart. Dans un dernier soupir, le chevaucheur des terres, sourire aux lèvres, est heureux d'avoir rencontré des humains avec de bonnes valeurs. Yunkel lui promet de prendre soin de son armure et des 2 chevaliers dragons. Le travelling final de cette scène a eu quelques changements par rapport au manga. Tout d'abord, Borahorn, la lance dans sa bouche a complètement disparu. Ce n'est pas très grave, certes, on va supposer que Yunkel l'a récupéré vu la disposition des personnages. Galdandi, qui était au premier plan dans le manga, n'a plus du tout la même posture. On se rappelle que Borahorn l'avait porté après sa mort. Et ensuite, Rude et le Dracarapa sont également présents. Ça, c'est cadeau. De leur côté, au château de Terran, Crocodile et Leona se préparent à l'arrivée de Baran. Les 2 derniers protecteurs de Dai ont une courte conversation, qui ici est modifiée par rapport au manga. Crocodile se disait que Yunkel n'arrivera jamais à temps et se lamentait de la fuite de Pop. Ici, il est plus résolu que simplement pessimiste, en se disant qu'avec la présence du guerrier immortel, le groupe aurait pu avoir une chance de réussite, et ne mentionne même pas le jeune mage. Baran arrive tranquillement à pied en traversant la forêt, peut-être qu'il a voulu cueillir quelques champignons sur le chemin. Il leur demande s'ils pensent pouvoir l'arrêter à 2, puis leur avoue au passage que Pop a tenté de les embêter sur le chemin, et que c'était un plan farfelu de leur part. Nos amis se rendent compte à quel point ils n'ont pas su percer les véritables intentions de leur mage. Crocodile laisse échapper un fou rire nerveux avant de pouvoir laisser couler ses larmes. Requinqué par le courage de Pop, le roi des carnassiers défie Baran en duel. Après une première passe d'armes, il nous montre ô combien il ne se laissera pas malmener aussi facilement que la dernière fois. Il lui somme carrément d'utiliser son Giga Break. Dans le manga, la plupart des cases montraient davantage le corps des 2 adversaires. Ici, les cuts de ce combat sont composés de plans rapprochés, voire de gros plans, ce qui est beaucoup plus facile à mettre en scène et rapide à dessiner. Pendant que Baran arme son Giga Break, la tension est à son comble. C'est là qu'intervient une scène inédite avec Adlar et Zaboera commentant le déroulement du combat. Si la puissance est représentée correctement en reprenant fidèlement les cases du manga, cela reste qu'une simple image fixe animée par quelques effets de foudre. Sans animation ni impact, une technique aussi dévastatrice n'a clairement pas la même saveur. Crocodile se relève, avec une Leona à son secours en train de le soigner avec un Beoma. Le plan du roi des carnassiers est simple, vider Baran de ses points de magie. Il concentre toute sa force pour augmenter sa défense de façon significative, et cela nous rappelle évidemment les jeux Dragon Quest où l'on peut choisir l'action de se défendre pour résister aux assauts des ennemis. Ce sera une bataille d'endurance entre le tank des héros et le chevalier dragon. Son but n'est pas de vaincre Baran, mais qu'il soit affaibli pour son prochain combat. À ce moment, il n'est expliqué nulle part sur qui il compte pour vaincre Baran. On sait que ce n'est pas Pop. Est-ce pour Dai qui a perdu la mémoire, ou ce retardataire de Yunkel? Peu importe la raison, cela a eu pour effet d'énerver encore plus Baran. Assez pour que la résonance de son signe du dragon atteigne l'esprit de Dai en prison. Celui-ci souffre le martyre et une vague d'énergie expulse Nabara et émerge contre le mur en face de lui. Celui-ci tord facilement les barreaux qui sont réputés pourtant infranchissables. Notre petit héros apparaît comme possédé par son insigne. Rien à voir cependant avec sa condition qu'il avait dans l'épisode 13, où à ce moment c'était son corps qui bougeait par instinct. Cette planche du manga concluait le chapitre 102, et pour l'anecdote, il célébrait également les 2 ans de pré-publication dans le Weekly Shonen Jump. Pour l'occasion, Koji Inada nous avait concocté un petit artwork de notre équipe de héros. Bon, revenons à nos moutons. Crocodile se prend un 2e Giga Break. La jolie planche du tout début du 103e chapitre est fidèlement reprise. Baran commence à être fatigué et énervé. Personne jusqu'ici n'avait réussi à survivre après 2 Giga Break. Il en vient même à se demander si son ancien collègue est immortel. Et bien sûr que non, cette appellation est seulement réservée aux beaux gosses. Mais malgré tout, Crocodile, bien que mal en point, est prêt à donner sa vie pour drainer les forces de Baran et donner du temps à ses alliés pour arriver. Dans le manga, il ne pensait évidemment qu'à Yunkel, étant donné que Baran lui avait dit que Pop était au bon soin des guerriers dragons. Leona tente de soigner Crocodile, mais le chevalier dragon en a marre de ce petit jeu et la stoppe avec un Raidin. Là encore, l'adaptation des planches d'origine est assez fidèle et reprend à la lettre les cases du manga. Baran fonce alors pour achever son adversaire, mais la princesse de Papnica, dans sa grande bravoure, eut l'audace de bouger pour aider son compagnon. Le légat des dragons la remarque immédiatement et lui relance un Raidin.
Un léger ralenti permet de bien comprendre la scène. La planche sur fond noir où Léona va se prendre la foudre est reprise. Mais tout s'enchaîne très vite, et la lance de la Rarte agit comme un paratonnerre pour sauver la princesse d'une cuisson à point. Le chevalier dragon demande à son disciple pourquoi il s'interpose, mais en se retournant, il découvre avec étonnement que c'était Yunkel et Pop. Le travelling qui reprend la case d'origine est absolument superbe. Baran ne croit pas du tout à la défaite de ses acolytes. Mais le guerrier immortel et son QI de 9000 lui affirment qu'il ne serait pas là, si c'était pas le cas. Mais cet homme est un génie. Yunkel nous montre qu'il a bien appris sa leçon et récite tout ce que lui a appris la Rarte. Soit la Dino, tout ça. Plusieurs plans montrent le visage de Baran avec les yeux couverts jusqu'au moment où il les ouvre pour montrer son agacement. Léona sent qu'une énorme tension provient du chevalier dragon. C'est alors que celui-ci renonce à tout ce qui fait de lui un humain, si ça peut lui permettre de ne plus souffrir de son passé. Il retire son cache-œil et le tient fermement dans sa main jusqu'à en saigner. Son insigne scintille et son corps est enveloppé d'une aura. Le très perspicace Yunkel remarque que le sang de Baran devient bleu comme celui des monstres et des démons. L'antagoniste moustachu lève les bras d'un râle sinistre et se prend un éclair qui foudroie toute la zone. Une scène a été rajoutée où on y voit les écueils présents littéralement exploser à cause de l'énergie déployée par Baran. Zaboera donne l'ordre à tous les autres d'aller à Terran pour avoir une visibilité sur le combat. Adlar se doute néanmoins de ce qu'il se passe, et il rajoute qu'il n'a jamais vu le légat des dragons dans sa forme ultime. C'est un excellent ajout qui permet de rajouter de la cohérence au récit. Et là, nous arrivons enfin à la scène de l'épisode, un moment que beaucoup de fans attendaient, la transformation de Baran en Ryumajin. Littéralement en français, c'est dragon, démon, homme. Le kanji Ryu représente le pouvoir du dragon, le kanji Ma représente la magie des démons, et le kanji Jin représente le cœur des hommes. La traduction j'ai lu a adapté au premier degré homme, monstre, dragon. Pourquoi pas l'homme sport tant qu'ils y sont. Cela a été adapté ici en draconien, le même terme utilisé dans la traduction de Tonkam. La double page du manga qui conclut le chapitre 103 était absolument divine. La tension était à son paroxysme, un bon nombre de lecteurs n'en pouvaient plus d'attendre le chapitre suivant. La transformation est effectuée comme dans le manga. Son armure éclate, sa peau change de couleur, les faces dorsales de ses mains présentent des têtes de dragon, et des ailes de démons poussent dans son dos. On a vraiment été gâtés et cette scène est la plus grande réussite de cet épisode. Elle reprend aussi bien le manga dans les plans choisis que la tension du moment. Pour illustrer sa fureur, nous avons même le droit à un cri de dragon quand Baran termine sa mutation. Il n'a vraiment plus rien d'humain. Toute cette scène finale a été animée par Noboru Koizumi. Cette transformation n'est pas son premier coup d'essai car il s'était déjà chargé des enfilages d'armure de Koga de Pégase, Yuna de l'Aigle et Soma du Petit Lion dans la deuxième partie de Sensei Omega. Il faut l'avouer, Koizumi fait bien mieux ici. Nous pouvons dire que cet animateur est un monstre de talent tant cette scène est incroyable. En ce qui concerne la couleur, si beaucoup de fans pensaient que le Ryumajin était vert et non rouge, c'est surtout que dans notre vision occidentale, les dragons d'Europe sont généralement verts. En Asie, les dragons sont généralement rouges ou dorés, couleurs connotant respectivement avec la puissance et la majestuosité. Dans le manga, la seule illustration couleur que nous pouvions voir du Ryumajin était en bichromie avec un rouge prédominant. Mais sinon, le choix de cette adaptation n'est pas si étonnant. Quelques jeux tirés de l'univers Dragon Quest avaient déjà intégré cette transformation de Baran avec les mêmes couleurs. Baran n'est plus qu'une bête sauvage, même sa façon de parler a totalement changé. Le boss a atteint sa forme finale. Un combat acharné nous attend. Cet épisode 29 a quelques bonnes idées de mise en scène, bien qu'au niveau de l'animation ce soit un peu statique. Il y a eu quelques effets recherchés, par exemple des simples travelling qui se font sur deux plans à différentes vitesses pour que ce soit plus dynamique. La mort de Borahorn est assez expéditive, et la censure, bien qu'accessoire, ne met pas assez sa détermination en valeur. Le flashback de la Rarte était un excellent ajout. Malgré le manque d'animation, les scènes s'enchaînent de manière super fluide, sans que le téléspectateur n'ait le temps de s'ennuyer. Si le Chevalier Dragon nous montre une nouvelle fois que sa puissance est hors norme, cette semaine, l'homme du match est sans conteste notre bon vieux Crocodile.
son affrontement avec abnégation et sans aucun espoir de victoire est l'un des meilleurs moments du manga. Il nous a montré une facette de ce personnage que nous ne pouvons que respecter. La conclusion est époustouflante, la transformation de Baran en draconien est vraiment le point d'orgue de cet épisode. La mise en scène est maîtrisée, la musique terrifiante colle parfaitement, et l'animation de Koizumi est réalisée de façon assez organique, ce qui renforce cet aspect de mutation entre les trois races de l'univers. C'est le moment de prévenir vos amis qui ne sont pas encore à jour sur la série, car les prochains épisodes vont envoyer du lourd. D'ailleurs, nous vous rappelons que les épisodes sont disponibles gratuitement sur ADN et Crunchyroll, donc pourquoi se priver ? Allez, cette 29e review est désormais terminée et nous espérons que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que nous rejoindre sur notre serveur Discord dont les liens sont en description. Ok, prenez soin de vous chers disciples, et à la semaine prochaine. Bye.